Bonjour et merci d'être venue. Alors merci d'abord à Laurence Monet de m'avoir invitée à parler ici et un grand merci aussi à Diane Crevier avec qui j'étais en lien sur l'organisation logistique. Alors je vais vous présenter ce papier qui est issu des travaux que j'ai menés principalement au Cambodge entre 2008 et 2012 dans le cadre de recherche postdoctorale sur 2 projets différents et puis qui aborde un tout petit peu ma recherche un peu plus récente au Laos depuis 2013. Et donc c'est un travail effectivement sur les questions de la santé et de la reproduction, sur les aspects sociaux et qui questionne ici la question de l'avortement à partir de cet objet qui est la pilule abortive. Et du coup, effectivement, je suis très contente de présenter ce papier aujourd'hui, Journée internationale des femmes, dans un contexte mondial qui, comme vous le savez, a vraiment des tendances à revenir en arrière sur les accès qui ont été faits pour les accès donc à l'avortement sans risque. Alors, ma présentation va s'organiser en montrant finalement cette pilule abortive comme un objet social. Donc c'est vraiment sur une approche anthropologie du médicament. Même si vous n'êtes pas anthropologue ni spécialisé dans le médicament, je pense que vous allez justement pouvoir pas mal aborder finalement ces dimensions. Peut-être, je ne sais pas si vous êtes médecin ou spécialiste de santé publique, mais finalement avec d'autres axes de vision et d'analyse autour de ce médicament. Alors, dans les pays du Sud, effectivement, où chaque année de nombreuses femmes décèdent des suites d'avortements illégaux, l'accès à la pilule abortive a été une avancée majeure pour les femmes. Et donc, du coup, là, je vais proposer d'analyser au Cambodge certains usages et les processus de ce que j'ai appelé la régulation, la circulation, la légitimation et la délégitimation de cette pilule en Asie du Sud-Est. Donc je me situe dans le champ d'analyse de la vie sociale des médicaments qui a été décrite par Reynolds et White. Et donc on approche les dimensions sociales, culturelles et politiques de ce médicament. Alors aujourd'hui, les schémas thérapeutiques qui associent la mifepristone et la misoprostol qui ont été validés dans de nombreux pays, mais finalement ce type de recours à l'avortement a suscité de nombreux débats. Et avant d'aborder cet objet dans le cas du Cambodge, il me semblait nécessaire de revenir un petit peu sur l'histoire de la production de la molécule, de sa construction historique et sociale, et donc des symboles qui ont été mobilisés autour de ce qu'on a appelé historiquement le RU 486. Alors le RU 486, c'est une invention française qui a été mise au point donc par le laboratoire Roussel-Uclaf qui était dirigé à l'époque par le professeur Étienne-Émile Beaulieu, que vous voyez ici. Et cet événement, finalement, a suscité de nombreux débats en France, mais pas seulement, aux États-Unis et ailleurs. Et finalement, la mise sur le marché du RU 86 datait de 1988, dans un cadre précis. À partir de cette date, il y a eu des réactions très vives, dont celle du cardinal Lustiger, alors archevêque de Paris, qui a condamné sévèrement l'usage de ce médicament et le qualifiant d'arme chimique contre le fœtus. Et ça a déclenché des grandes vagues de protestations par les associations anti-avortement. Et donc, devant des menaces de mort qui ont été reçues par la firme Roussel-Uclaf, le produit a été retiré de la vente. Et puis, finalement, il y a eu l'intervention de Claude Évin, ministre de la Santé de l'époque, qui a fait qu'à nouveau, les pilules pouvaient être disponibles en 1990 dans les hôpitaux. Après plusieurs pressions, notamment des lobbies américains anti-avortement, il faut savoir que cette société, Roussel-Uclaf, a abandonné la production et la distribution de mifepristone.
Alors, c'est aux États-Unis, la mise sur le marché du RU 486 a été aussi le résultat de divers affrontements. En effet, depuis les années 1981, ce qu'on appelait la French Peel était aussi surnommée la Death Peel, voire la Human Pesticide, c'est ce qu'on voit, la misogyne Human Pesticide, en particulier bien sûr par les représentants des mouvements pro-life. Et puis en 1989, cette molécule était listée comme un produit interdit d'importation par la FDA. Alors, je passe un petit peu. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la régulation de la pilule aux États-Unis a eu de nombreuses controverses. Et il y a eu des réglementations qui ont limité l'avortement, qui avaient été instaurées en 1984, et c'est ce qu'on a appelé la règle du bâillon mondial. Je vais y revenir un petit peu après, par les organisations non gouvernementales. Et que cette règle du bâillon mondial, elle a été soit levée, soit remise par les différents représentants, les présidents des États-Unis qui se sont succédés. Je vais y revenir. Dans les pays du Sud, donc, il faut savoir que cette pilule, c'est un enjeu de politique sanitaire. En effet, c'est cet accès à l'avortement, donc qu'on appelle l'avortement médical. Quand on parle d'avortement avec des pilules abortives, on parle d'avortement médical. Quand on parle d'avortement par curetage ou par aspiration, on parle d'avortement chirurgical. Donc en fait, c'est cette avancée sur le droit à l'avortement, pour le coup, dans les pays du Sud, c'est à mettre en perspective avec l'idéologie qui est véhiculée par l'Organisation mondiale de la santé et les organisations onusiennes autour de l'objectif de réduction des taux de mortalité et de morbidité maternelle à l'échelle mondiale. Alors en effet, si on revient à la construction de l'agenda mondial en matière de santé de la reproduction, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 1974, la stratégie de mise en œuvre de politiques de contrôle de naissance, elle est promue comme un moyen d'améliorer la santé maternelle. Et donc c'est un objectif qui est porté par les organisations onusiennes et qui est porté aussi bien sûr par les féministes américaines sur l'agenda politique de la santé internationale. Et donc, pour ces actrices, finalement, œuvrant dans le domaine de l'accès à l'avortement, et pour les nombreuses organisations sanitaires, il s'agissait d'avoir un accès à cette pilule abortive pour limiter le nombre des décès et des malformations et des morbidités liées aux avortements faits dans des conditions catastrophiques d'hygiène, avec des ruptures utérines, etc. Donc l'idée, c'était de diminuer le nombre de femmes qui étaient comptées dans les décès liés à la grossesse, donc la question de la mortalité, de la morbidité maternelle, en mettant en place des avortements légaux et sans risque. Alors, la mise en œuvre des programmes d'accès à ces médicaments, aussi, elle est à mettre en perspective avec le niveau de soins des différents pays dans lesquels on peut étudier. Alors, au Cambodge, effectivement, ces médicaments ont circulé de manière assez ancienne. Ce qu'il faut savoir, alors je vais aborder la question de cette pilule au Cambodge. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette pilule chinoise, donc, que j'ai vue circuler au Cambodge, finalement, elle a été mise au point en Chine. Le RU 486 a été mis en place très rapidement en Chine. Au départ, effectivement, l'agence Roussel du CLAV avait refusé de vendre la molécule à l'Empire du Milieu en disant que finalement les services sanitaires disponibles à l'époque n'étaient pas suffisamment avancés et développés pour pouvoir avoir des services d'avortement médicamenteux. Mais finalement, cette
pilule a été assez rapidement copiée par les autorités de Pékin en 1988. Et puis, il y a eu plein d'essais cliniques qui ont été rapidement mis en œuvre. Donc, rapidement, en Chine, la pilule abortive chinoise a été développée. Alors, comment cette pilule chinoise arrive au Cambodge? Comment les femmes se procurent cette pilule chinoise? Quels sont les modes d'utilisation du produit, les attentes des femmes et leurs effets? Alors, c'est vrai que l'apparition de cette pilule chinoise vendue illégalement au Cambodge, elle est difficile à dater. La mifepristone était disponible en Chine en 1988 et ce qu'on peut penser, c'est que la pénétration du médicament au Cambodge a été précoce étant donné les liens historiques entre la Chine et le Cambodge concernant la circulation des médicaments. L'entrée des produits issus de l'industrie pharmaceutique sur le territoire cambodgien a commencé effectivement dès le protectorat français et ça a été vraiment diminué sous le régime de Pol Pot, vous savez, le régime des Khmers rouges qui a donné lieu à un génocide au Cambodge entre 1975 et 1979. Donc même si cette circulation de médicaments a été vraiment diminuée, elle a repris à grande échelle par le régime qui a succédé le régime de Pol Pot, le régime du Kampuchéa. Et durant cette période, les pharmacies privées étaient officiellement interdites, mais elles étaient néanmoins très nombreuses et dirigées en partie par des commerçants chinois. Donc finalement, cette pilule chinoise, elle est vraiment anciennement présente au Cambodge. À partir des années 1990, on a une ouverture économique du Cambodge au marché libéral et qui a vu justement l'arrivée sur le marché de plein de médicaments importés par des compagnies pharmaceutiques diverses. Donc cette pilule chinoise au Cambodge, elle fait partie des médicaments non enregistrés par le ministère de la Santé. Elles sont largement vendues, à la fois dans des officines avec ce qu'on appelle des pharmacies, aussi des pharmacies sans pharmaciens, comme l'ont décrit Ovensen et Trankel, par des praticiens de médecine traditionnels. Moi, sur mon terrain, j'avais vu qu'effectivement, les femmes, elles pouvaient acheter ces produits aussi dans les villages avec des vendeurs ambulants. J'avais fait un terrain dans les karaokés à Phnom Penh et finalement, les jeunes femmes des karaokés pouvaient se procurer des pilules abortives auprès du DJ du karaoké, auprès de la nounou, donc la femme plus âgée qui s'occupait d'elle, etc. Donc c'est largement diffusé. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, donc ces pilules chinoises, elles sont, donc il y en a, de fait, je ne peux pas vous donner les détails, j'ai pas assez de temps, mais il y a plein de laboratoires, en tout cas, qui diffusent leurs produits. Les notes sont bien sûr en chinois, les notices, donc personne ne peut lire ces notes. Et donc, les femmes vont prendre le pack de médicaments mifepristone et mifepristone en fonction de ce qu'on leur a dit. Et ce qu'on leur a dit n'est pas forcément l'information la plus adaptée. Et puis elles ne savent pas non plus à quel moment, comment. Donc finalement, c'est un médicament qui est pris de manière complètement particulière, en particulier en fonction du réseau social de la dame, du niveau d'information qu'elle peut avoir. Alors du coup, ce qu'il faut aussi pouvoir. Donc voilà un des exemples de ces pilules chinoises. Donc là, on a souvent des boîtes séparées de mifepristone et de misoprostol. Parfois, on a des boîtes qui avec des kits où du coup, on va avoir les deux comprimés dans une seule boîte. Dans tous les cas, c'est les pilules chinoises et donc il y a aucun moyen pour les femmes de savoir ce qu'elles doivent prendre, comment. Donc tout dépend effectivement de qui leur a vendu et quelle information on leur a donnée. Alors du coup, on peut regarder cette pilule chinoise aussi comme un objet social avec des dimensions et des connotations morales. Alors, si on regarde finalement, si on fait une étude biographique de la pilule chinoise, au sens où Van der Geest l'a décrit, on peut l'appréhender cet objet comme un objet social, commercial, symbolique, et on peut analyser la production des discours, des pratiques qui entourent ce médicament.
Actuellement, finalement, peu de services au Cambodge peuvent donner des services d'avortement sans risque et à coût abordable pour la majorité de la population. Donc en gros, des femmes riches peuvent aller dans des cliniques privées où elles auront un niveau correct de service. Des femmes qui n'en ont pas les moyens vont avoir recours à des femmes formées ou non à la pratique d'avortement, qui peuvent se procurer le matériel d'aspiration et de curetage au marché. Et puis, donc j'avais fait pas mal d'entretiens avec toutes ces femmes qui donnaient des avortements, vu leur matériel, etc. Publié là-dessus d'ailleurs sur les risques en particulier en termes infectieux par rapport à tout ce matériel qui présente de nombreux risques à la fois sur le plan hémorragique et infectieux. Alors du coup, on peut se demander pourquoi dans un pays où il y a tellement de fonds pour la santé de la reproduction, pourquoi l'avortement, ça n'avance pas en matière d'accès des femmes à l'avortement. Alors, d'une part, si on le regarde sur un plan religieux, effectivement, selon les préceptes du bouddhisme Theravada, donc qui est la forme de bouddhisme pratiquée au Cambodge, la pratique de l'avortement représente une violation du premier précepte du Bouddha qui interdit à quiconque d'ôter la vie d'autrui. Cependant, selon les femmes que nous avons rencontrées, l'évaluation de l'offense morale, elle est nuancée, d'une part en fonction de l'âge de la grossesse, mais aussi de la situation du moment qui conduit ces femmes à prendre la décision d'avorter. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que même s'il y a, je vous ai pas dit, excusez-moi, même si la loi sur l'avortement date de 1988, finalement, il y a toujours très peu de services. Si d'une part on peut penser que c'est lié au bouddhisme Theravada, ce qu'ont dit certains en disant mais vous savez la loi a été mise en place mais personne veut faire avancer les services parce que personne au ministère de la Santé ne veut être vu comme la personne ayant permis de faciliter les pratiques d'avortement au Cambodge. Alors on peut effectivement avoir cette analyse, mais je pense que par rapport à la connotation morale, il y en a une autre à apporter, et c'est celle dont je voudrais vous parler maintenant. Alors, depuis le lancement de l'initiative Objectifs du millénaire par l'OMS, donc vous savez, ça faisait partie des Millennium Development Goals sur la période 2010-2015. Un de ces goals, le numéro 5, était de réduire la mortalité maternelle. Et c'est dans ce cadre-là que de nombreuses initiatives ont été menées en matière de santé de la reproduction. Néanmoins, au Cambodge, qui finance la santé de la reproduction? Ce sont les États-Unis via l'Agence américaine pour le développement, USAID, dont vous avez sûrement entendu parler. Pour revenir à la règle du bâillon dont je vous ai parlé tout à l'heure, finalement, cette règle prévoit que toute organisation qui travaille en santé de la reproduction financée par USAID perdent l'ensemble de ses financements si elle a une quelconque activité en faveur de la promotion, de l'information ou du service d'avortement. Alors cette règle du bâillon, elle a été renversée par Bill Clinton en 1993, réhabilitée par George Bush en 2001. En 2009, Barack Obama a levé à nouveau l'interdiction et donc à nouveau il y avait des activités qui étaient menées et comme vous le savez, ceci est à nouveau remis en cause par le régime Trump. En tout cas, avant Trump, et là il y a des nouvelles recherches à mener pour mettre à jour tout ça, du coup, la présence de Obama et cette levée d'interdiction et l'initiative 5 du programme des Millennium Development Goals avait permis à des associations et à des organisations onisiennes de faire avancer la question de l'avortement au Cambodge et donc de mettre en place la distribution d'une pilule abortive légale, le Médabon, qui est une combinaison de mifepristone et de misoprostol.
Et donc, cette pilule était disponible dans de nombreux services de santé et dans certaines pharmacies agréées à partir de 2010. Alors, si on regarde cet objet Medabon, on peut aussi l'analyser en regardant la production sociale de ce Medabon et sa construction sociale. Qui sont les acteurs derrière la production de cette pilule? Alors tout ça c'est un petit peu compliqué, mais je vais vous raconter finalement ce qu'il y a derrière le Medabon. Donc le Medabon a été développé par la Concept Foundation, qui est une organisation non gouvernementale établie en 1989, basée à Bangkok, en Thaïlande, à Genève et en Suisse, dans le cadre, alors je bouge pas, on m'a dit de pas bouger, c'est au milieu, dans le cadre de ce qu'on vous voyez en bleu, c'est vrai qu'on voit, du coup c'est pas très lisible, je suis désolée, mais en tout cas c'est un programme spécial du PNUD, du FNUAP et de l'OMS et de la Banque mondiale de recherche et de développement pour la formation en recherche sur la reproduction humaine. Cette pilule, elle est licenciée et produite par le Sun Pharmaceutical Company basée à Mumbai, en Inde, donc, qui est une des plus grandes sociétés pharmaceutiques en Inde. Donc cette pilule a été enregistrée par le ministère de la Santé en 2009 et du coup en 2010, elle a été vendue au Cambodge par l'ONG Population Services International dans le cadre d'un programme qui était financé par Warren Buffett, que vous voyez en photo, qui était distribué par la firme locale Mega Life Science, qui est présente dans 21 sur les 23 provinces du Cambodge. Alors, au moment de cette recherche, du coup, ce qui s'est passé rapidement, c'est que le prix du Medabon était complètement instable et finalement, le stock qui était fourni ne répondait pas du tout à la demande. Rapidement, il y a eu des ruptures de stock de Medabon. Et donc, finalement, Maristop International, qui avait été un des acteurs présents dans la légitimation de cette pilule abortive, a lancé une deuxième pilule qui est le Mariprist, et donc pour pouvoir continuer de donner des pilules abortives au Cambodge. Ce sont les mêmes dosages que la combinaison médicamenteuse recommandée par l'OMS, et du coup maintenant ces centres de Maristop utilisent cette pilule Mariprist. Donc vous voyez, on peut regarder finalement aussi bien à une échelle de politique de santé publique à l'échelle internationale, au niveau onusien, comment se construisent les pratiques, les produits, les discours. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi à l'échelle du privé comment ça fonctionne finalement, cette légitimation de médicaments. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est les liens entre ce domaine du public et du privé et de finalement comment on peut produire des choses. Et puis après, bien effectivement, quel impact ça peut avoir pour les femmes au Cambodge. Alors, je voudrais vous dire, avant de conclure, peut-être juste 2 mots au Laos. Alors, au Laos, où je travaille depuis 2013, j'ai pas enquêté directement sur la pilule abortive et sur l'avortement, parce qu'on est dans un cadre où l'avortement est illégal, donc toute personne, selon la loi, le code pénal, toute personne qui a recours à un avortement ou qui fournit des services d'avortement est passible d'emprisonnement. Donc il n'était bien sûr pas possible de lancer une recherche sur l'avortement. Étant donné que je travaille toujours sur les questions en lien de la reproduction humaine et par du réseau, etc., j'ai commencé à poser certaines questions et à avancer un petit peu là-dessus. Alors du coup, finalement, au Laos, il y a pas mal de personnes aussi qui ont des recours à l'avortement avec des pilules. Ces pilules sont bien sûr complètement illégales. Alors c'est intéressant parce qu'ici on voit il y a des mélanges à la fois de cytotech fabriqués en Chine, il y a d'autres pilules, mifepristone, misoprostol, il y a différentes combinaisons. Là vous avez le mode d'emploi qui peut circuler avec, donc qui est noté en là-haut sur les dates de prise
prise de la pilule. Mais en fait, j'ai photographié celle-ci, mais il y en a énormément, puisque chaque vendeur va se débrouiller en fonction de son fournisseur de récupérer certaines molécules qui peuvent passer en particulier par la Thaïlande, etc. Donc du coup, c'est un peu la nébuleuse, hein, c'est un petit peu le nuage. Quoi qu'il en soit, énormément de femmes ont recours à l'avortement au Laos. Les personnes avec qui je travaille à l'Université de la Santé, il y a un médecin qui travaille énormément sur la question des services de soins post-avortement, et c'est souvent le levier pour arriver à travailler sur la question de l'avortement, en passant justement par cette question de la prise en charge des femmes qui arrivent non pas en disant qu'elles ont eu un avortement, mais qui arrivent dans les services d'urgence en disant qu'elles ont eu une fausse couche, par exemple. Et c'est du coup, c'est tant qu'on pousse l'entretien qu'on peut avoir d'autres choses. Alors, je vais conclure. Alors, comme vous l'avez vu, finalement, cette présentation a permis d'examiner les événements à la fois historiques, les questions d'ordre religieux, moral et les arbitrages qui sont en place entre différents acteurs au niveau national et transnational et qui vont encadrer les processus de régulation liés à l'accès à l'avortement sans risque et à la diffusion de ces pilules abortives au Cambodge. Donc finalement, il s'agit d'analyser, comme l'ont proposé Gainsbourg et Rapp, d'analyser comment les politiques de la reproduction se construisent, se déclinent, et on peut finalement éclairer leur forme sociale. On peut aussi regarder comment elles sont légitimées, controversées, réinventées. Ce qui est intéressant de voir finalement, je trouve, dans cette question, c'est que autant, comme vous le savez, la question de l'avortement et de la pilule abortive a été portée au Nord par des questions féministes, de revendication de liberté des femmes, de revendication du corps féminin. Au Sud, finalement, ce qui porte la question de l'avortement, elle est abordée comme un sous-objectif de l'agenda sanitaire mondial qui vise à réduire le taux de mortalité maternelle. Et donc, du coup, ce qui est intéressant maintenant d'observer, c'est que les Millennium Development Goals, c'est terminé. On passe à une autre ère en santé publique mondiale. Comme vous le savez, maintenant, on est dans les objectifs de développement durable pour 2015 à 2030. Et alors, ce qui est important d'observer, c'est que dans ces SDG, les Sustainable Development Goals, il y a rien en ce qui concerne la question des politiques de la reproduction. Il n'y a aucun sous-objectif sur cette question. Et donc, il faudra vraiment tenir compte de cette élection qui a eu lieu aux États-Unis avec un vrai retour en arrière sur les questions d'avortement, sur les élections qui vont avoir lieu au Cambodge, pour continuer d'observer finalement ce que devient la pilule abortive dans ces nouveaux contexte. Donc du coup, finalement, cette réflexion, ça ouvre aussi le champ d'analyse de l'anthropologie du médicament, puisque ça permet d'aborder ces cultures matérielles, ces formes sociales, ça permet d'aborder les environnements législatifs dans lesquels les décisions sont prises, et puis ça détermine la biographie de la pilule et les régimes de valeurs qu'on peut lui attribuer. Voilà, je vais m'arrêter là, comme ça on va avoir le temps de discuter.